Bonjour, je suis Donovan Maillard, je travaille en tant qu'indépendant aux côtés de la SHF pour les accompagner notamment sur les développements des outils de saisie, notamment dans le cadre du protocole CMR utilisé pour les systudes. Alors quand on travaille comme ça sur des suivis, sur des protocoles, la première question qu'on se pose c'est de quelles données on dispose pour suivre ces populations, pour suivre ces espèces, et finalement de quoi est-ce qu'on a besoin réellement pour répondre à nos questions. Alors pour les données, finalement, la majorité des données qui sont disponibles et qui sont partagées dans les bases euh, sont des données opportunistes ou alors sont des données protocolées mais qui sont partagées comme des données opportunistes sans les informations de protocole, sans les champs spécifiques du protocole, etc. In fine, dans les bases, que ce soit au niveau du SINP, le GBIF, etc., ce qu'on apporte, c'est des données d'observation assez simples. Elles apportent des connaissances suffisantes pour un certain nombre de projets, par exemple des atlas, des synthèses, etc. Elles sont exploitables pour des analyses assez globales, à grandes échelles, avec des grands jeux de données, que ce soit par exemple pour des listes rouges, pour des synthèses régionales, mais elles sont souvent insuffisantes pour répondre à des questions plus précises et pour être utilisées dans des analyses plus fines. Par exemple, quand on travaille sur des dynamiques de population, à l'échelle d'un site ou à l'échelle d'une courte période, on va avoir besoin de données qui soient plus fines, plus précises. Pour le suivi des populations de cistudes, on est précisément dans ce cadre-là, puisqu'on a un plan national d'action qui identifie des enjeux de connaissance et de conservation. On a besoin d'étudier les dynamiques des populations, de suivre l'efficacité des mesures des actions de conservation, éventuellement des actions de réintroduction ou de renforcement de population. Et donc là, on a besoin d'évaluer vraiment les dynamiques d'une population à l'échelle d'un site, d'évaluer les succès des actions qui ont été faites, avec du coup un besoin de données qui soient assez fines, assez précises. Comme on est dans le cadre d'un PNA, on a en plus des actions qui sont déclinées et animées dans différents territoires par différents acteurs, ce qui implique d'avoir un réseau d'acteurs avec des profils, des moyens et des méthodes qui peuvent être assez variés. Et l'enjeu avec ce contexte-là, c'est d'avoir des données qui soient suffisamment homogènes, précises, à la fois pour répondre aux questions des différents gestionnaires à l'échelle locale, et à la fois pour pouvoir être comparées, compilées à une échelle plus grande, à une échelle nationale en l'occurrence, pour avoir des résultats à l'échelle du plan national d'action. Pour répondre à ce besoin-là, la nécessité, c'est de mettre en place un protocole et d'obtenir donc des données protocolées qui soient homogènes, qui soient complètes et qui soient cohérentes. C'est-à-dire qu'elles permettent d'apporter une réponse pour les gestionnaires à l'échelle locale et qui soient comparables, comme je le disais, euh, quand on compile ça et qu'on veut les comparer à une échelle plus large. Ce protocole commun doit répondre avec une méthodologie adaptée à la question posée, en relevant toutes les variables qui sont analysées et uniquement les variables qui sont analysées, puisque sinon c'est du temps de saisie, du temps de relevé d'informations qui n'est pas utile, et en suivant un échantillonnage qui est prédéfini, ou en tout cas qui est décrit, qu'on est capable de quantifier, qu'on est capable de représenter. Ça implique également une gestion homogène des données, puisque acquérir les données de la même manière, c'est bien, suivre le même protocole, c'est indispensable, mais il faut qu'in fine, on ait des données qui soient formatées de la même manière, qui puissent être mises bout à bout et comparées entre elles. Donc pour ça, on a besoin d'un format de données partagé, d'une sémantique partagée, pour parler tous la même langue et structurer nos données de la même manière. Pour le cas des systudes, le protocole utilisé, c'est un protocole capture, marquage, recapture. Donc assez rapidement et en résumant beaucoup, mais le protocole est basé sur une répétition de capture d'individus que l'on va marquer à l'échelle d'un site. En tout cas dans le cadre des systudes à l'échelle d'un site et d'une population fermée. L'objectif, ça va être d'étudier les dynamiques des populations, donc de pouvoir quantifier les effectifs, éventuellement sur du plus long terme de suivre les natalités, les mortalités, évaluer la longévité des individus, et puis de pouvoir analyser ces données-là par des modèles statistiques qui vont permettre d'estimer les tailles de population en comparant le nombre d'individus marqués et le nombre d'individus recapturés au fil des visites.
Donc, pour illustrer très rapidement, si le premier jour je marque 10 tortues, je capture et je marque 10 tortues, et que le deuxième jour je capture 10 tortues dont 5 sont marquées, globalement 50% de ma population est marquée, ça veut dire que les 10 individus que j'ai marqués la veille correspondent à peu près à 50% de la population, donc j'ai une vingtaine d'individus sur mon site. Voilà. Alors c'est schématisé, hein. Évidemment les modèles permettent d'aller plus loin, d'être plus précis en faisant plusieurs marquages, plusieurs recaptures, mais globalement l'idée c'est celle-là. Alors pour réussir à mettre en place ce protocole-là, une même méthode, et pour réussir à avoir des données qui soient homogènes et qui soient comparables entre les différents opérateurs qui ont participé aux différentes déclinaisons régionales du PNA, on a besoin d'avoir un outil qui est partagé et qui répond précisément aux besoins du protocole. Cet outil-là, il doit répondre à plusieurs enjeux. Donc d'abord, remplir un certain nombre de fonctionnalités, hein, saisir, stocker les données, permettre de les requêter, éventuellement opérer un certain nombre de calculs simples, par exemple les altitudes, les communes, etc. Et puis permettre évidemment d'exporter les données dans un format prédéfini. Mais l'outil, il sera d'autant plus pertinent s'il permet d'avoir des données qui sont complètes, c'est-à-dire qu'on ne peut valider la saisie que si les variables obligatoires nécessaires aux stats d'analyse sont bien renseignées, des données qui soient homogènes, donc avec des listes de saisie fermées, avec des champs qui sont bien caractérisés pour que chacun puisse forcément y renseigner la même information de la même manière, et des données qui soient cohérentes. Par exemple, que la fin du piégeage soit nécessairement après le début du piégeage, ce qui du coup demande un certain nombre de contrôles. Et puis au niveau ergonomique, évidemment, c'est un outil de saisie. L'objectif, c'est systématiquement de limiter le temps de saisie, de faire des saisies plus rapides, de limiter aussi les risques d'oubli, donc justement en faisant qu'on ne peut pas valider une saisie tant qu'on n'a pas renseigné tous les champs nécessaires, et puis limiter aussi les erreurs, et d'harmoniser la sémantique. Pour répondre à ces besoins-là, la SHF a décidé de faire des développements, avec du coup un module qui est en cours de développement actuellement. Il sera open source, donc les codes seront partagés. Il pourrait être déployé librement sous GeoNature pour ceux qui veulent travailler sur ce module-là, sur ce protocole-là et qui ont GeoNature, avec une publication prévue courant 2024. Alors j'ai pas forcément de grande précision, est-ce que ce sera plutôt mi-2024, rentrée de septembre, je sais pas exactement, mais en tout cas, voilà. L'objectif c'est bien qu'en 2024 on ait un outil de saisie qui puisse être utilisé dès la saison de terrain 2025. Alors quel outil pour gérer ces données? On a fait le choix des outils GeoNature. Alors je vais les présenter très rapidement. GeoNature, c'est un outil open source qui est développé par une communauté de développeurs, du coup de contributeurs, initié et maintenu par les parcs nationaux à l'origine. Il est librement partagé, il y a plus d'une centaine de structures maintenant qui travaillent avec cet outil-là, que ce soit des associations, des bureaux d'études, les réseaux du SINP, etc. Et il propose une bibliothèque d'outils annexes et de ressources qui sont partagées, de manière à ce que chacun puisse gagner du temps et faire profiter aux autres de son travail, de ses scripts, etc. L'avantage de GeoNature, c'est qu'il est basé sur les référentiels et les standards du SINP au niveau national, donc référentiels taxonomiques, les standards d'échange de données pour les occurrences de taxons, les nomenclatures, les métadonnées, ce qui va permettre d'homogénéiser les formats et de faciliter les échanges de données entre les différents utilisateurs et entre les différentes bases de données de chaque utilisateur. Il y a une présentation complète pour ceux qui le souhaitent sur geonature.fr. GeoNature, il est structuré d'une manière modulaire avec un cœur qui est constitué de plusieurs modules de base, donc administration, métadonnées, occurrence de taxons, occurrence d'habitat, synthèse et validation. En gros, ça veut dire qu'on peut répondre à tous les besoins de base d'observation, de saisir et de consulter toutes ces observations d'espèces sans protocole. Et puis il y a des modules optionnels, que ce soit des modules d'import depuis des fichiers Excel, export, suivi, donc le module monitoring qui va nous intéresser davantage aujourd'hui, et d'autres modules plus spécifiques qui sont liés à des suivis chiroptères, etc. Et des outils annexes qu'on peut installer ou non également, avec un atlas par exemple pour valoriser les données auprès d'un public plus large, ou GeoNature Citizen pour acquérir des données par la science participative. Voilà. Pour ce qui nous intéresse, nous, ce sera le module de suivi aujourd'hui qu'on va regarder un peu plus en détail.
Et puis toutes ces données-là, depuis les différents modules de saisie, occurrence de taxon, suivi, etc., vont alimenter une synthèse transversale. Et cette synthèse va compiler toutes les données élémentaires, donc qui a vu quoi, où, quand, comment, pour justement que à terme on puisse utiliser ces données d'occurrence simplifiées pour tout ce qui est liste rouge, atlas, etc., dont je parlais tout à l'heure. Donc on aura d'un côté les données protocolées avec toutes les informations liées au protocole, et de l'autre la version simplifiée de ces données-là au format standard échange de données. Donc je le disais, GeoNature dispose d'un module dédié au protocole de suivi. Globalement, il a une architecture qui est dédiée aux données de suivi à l'échelle d'un réseau de sites, avec 3 onglets, 3 objets qui sont imbriqués les uns dans les autres. La première chose, c'est qu'on va avoir un ensemble de sites, qui vont éventuellement être regroupés ou pas par aire d'étude, mais en tout cas un ensemble de sites. Pour chaque site, on va réaliser une ou plusieurs visites, ou un ou plusieurs passages, et au cours de ces passages, on va réaliser ou non des observations. Donc on a une architecture comme ça, descendante, avec des sites qui comprennent des visites, qui comprennent ou non des observations. Cette structure, elle est basée sur des variables qui sont communes à la majorité des suivis, donc avec typiquement le nom du site, l'auteur de la saisie, le type de site, la description, la date de création, sa géométrie, son altitude. Pareil au niveau des visites, où on va relever systématiquement la date du début et de la fin du relevé, le jeu de données dans lequel on s'inscrit, éventuellement le protocole utilisé. Et pour les observations, de la même manière, on va voir à quelle visite on se rattache, quel taxon on a observé, un commentaire. Ça, c'est pour la structure de base du module. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce module, c'est de pouvoir déployer plusieurs protocoles de suivi, donc avec systématiquement des variables, des champs, qui sont différents d'un protocole à l'autre. Pour ça, cette base commune, elle est complétée par des champs additionnels qui sont configurés, que ce soit pour les sites, pour les visites ou pour les observations. Et ces configurations, du coup, vont être propres à chaque protocole, à chaque sous-module qu'on va pouvoir déployer dans l'outil. Ça veut dire que pour chaque protocole, on va pouvoir configurer les variables qu'on souhaite relever au niveau du site, au niveau de la visite et au niveau de l'observation, faire un kit de configuration, et à partir de ce kit de configuration, on va générer un sous-module qui va comprendre cette architecture site, visite, observation, avec nos champs spécifiques à chaque fois. À l'arrivée, on obtient un module de suivi qui se décline en plusieurs protocoles, comme on peut le voir ici, avec notamment les POP amphibiens, les POP reptiles, qui font partie des suivis disponibles. Et pour chaque protocole, on va relever tel ou tel champ ou non, qui sera obligatoire dans certains champs, dans certains cas, pas dans d'autres, etc. Donc en résumé, on a ce module global qui définit la base et l'architecture d'un suivi, et on a des sous-modules qui sont configurés pour chaque protocole pour pouvoir relever les variables qui sont spécifiques et répondre aux besoins spécifiques de chaque protocole. En termes de fonctionnalité, les données sont associées à des métadonnées, donc ça veut dire qu'on peut suivre la traçabilité, l'organisation, le rangement des données et la description du coup des jeux de données systématiquement. On a un module des saisies qui est construit avec des données sur mesure pour chaque protocole. On va avoir des variables qui sont renseignées par défaut, des champs qui sont masqués, des champs obligatoires, etc. pour permettre d'avoir des données qui soient les plus cohérentes possibles à l'échelle de notre protocole pour mieux répondre aux analyses. Et des données qui sont des données élémentaires, du coup, qui vont alimenter la synthèse pour, à l'arrivée, avoir une donnée d'occurrence et ne pas perdre ces données de protocole quand on fait des synthèses des listes rouges, etc. La CMR Systude rentre à 90% dans ce cadre-là, d'avoir effectivement des sites sur lesquels on va réaliser plusieurs suivis, au cours desquels on va réaliser plusieurs observations. Donc ça correspond au module de suivi, ou presque, parce qu'on a besoin d'une notion dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui n'existait pas jusqu'à maintenant dans le module de suivi, c'est les individus. Du coup, on est sur le même socle technique pour ceux qui ont déjà vu ma présentation il y a quelques mois sur les modules POP. On est sur le même socle technique que les modules POP amphibiens et POP reptiles. Voilà. Sauf que sur ce socle technique, on a besoin d'une notion supplémentaire pour les suivis de type CMR, c'est l'individu. Le module de suivi, il est conçu pour des suivis d'espèces ou de communautés. Ça veut dire qu'à chaque observation, jusqu'à maintenant, on relevait quelle espèce on observait et combien d'individus éventuellement de cette espèce-là on estimait. Vous pouvez répondre à quelles espèces sont présentes sur le site, quelle est l'occupation, enfin quelle est la part de la communauté que représente telle espèce, etc. Vous ne pouvez pas descendre au niveau de l'individu.
Pour la CMR, on a besoin de gérer une banque d'individus et on a besoin de gérer également la notion de marquage qui va permettre d'identifier les différents individus. Et SHF a donc mis en place des développements, a donc commandé des développements pour qu'on puisse ajouter à ces trois notions centrales une banque d'individus et que chaque individu dispose de son ou ses marquages, de ses événements de marquage. Voilà. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand on est dans un module, un sous-module avec une configuration type CMR, nos observations ne se rattachent plus à une espèce mais à un individu. Les développements qui ont été commandés par la CMR sont des développements qui sont génériques, c'est-à-dire qui sont motivés pour le CMR Systud, mais ils sont réalisés de manière générique pour répondre à tous les protocoles de type CMR. Ça veut dire que ces développements-là vont bénéficier à toute une communauté d'utilisateurs, développeurs, administrateurs de bases de données, etc. Donc demain, on pourra utiliser ces développements-là pour faire un CMR sur les sonneurs à ventre jaune, sur les papillons, sur les chiroptères, les oiseaux, etc. Et ça veut dire que ces développements-là vont pouvoir être améliorés, enrichis éventuellement par tous les développeurs qui le souhaitent et qui travaillent sur le module, ou toutes les structures qui vont souhaiter financer des développements sur ce module-là, si elles-mêmes mettent en place de la CMR. Toutes les spécificités qui sont propres au protocole Systud en lui-même, elles relèvent du sous-module, donc elles vont relever des fichiers de configuration qui vont être propres au protocole CMR Systud. Donc seuls les fichiers de configuration seront propres au projet, ils pourront être échangés librement, facilement bien sûr, et ça veut dire qu'on pourra facilement, demain avec ces développements-là, faire un module pour les CMR sonneurs à ventre jaune par exemple, qui sont assez communs. Ces développements ont également été faits pour permettre un suivi mono ou plurispécifique, donc la configuration va permettre soit de donner directement un taxon, donc avec un CD-nom, soit de donner une liste d'espèces qui sont suivies. Si on est sur un module monospécifique, quand on crée l'individu, on ne demande pas quelle espèce c'est, puisque forcément on est sur un suivi Systud, on sait que c'est une Systud. Si on est sur un suivi avec plusieurs espèces possibles, dans ces cas-là, on propose une espèce parmi la liste des espèces potentiellement suivies. Voilà, donc pour le protocole Systud en lui-même, et pour le module de saisie Systud en lui-même, on va regarder le fonctionnement qui vous sera proposé. On va donc retrouver cette architecture avec des sites au cours desquels on a des passages, au cours desquels on a des observations. Ces observations vont se rattacher à des individus qui disposent chacun d'un ou plusieurs marquages. Voilà. Donc le module va proposer deux entrées avec à gauche un onglet site qui va permettre quand on arrive sur le module de consulter tous les sites suivis sur lesquels on a des informations. Ou à droite un onglet individu qui va permettre de rentrer par individu, de voir la liste des individus suivis et éventuellement leur marquage. Par site, on arrive sur une première interface qui nous permet de consulter ou de modifier les sites existants, puis de créer des nouveaux sites. Vous l'aurez compris, le formulaire de création d'un site, il dépend de la configuration. Cette configuration-là, elle va être précisée avec la SHF dans les mois à venir, pour qu'en 2024, on ait bien un module qui soit adapté spécifiquement au protocole Systud. Donc en relevant un certain nombre d'informations sur le site, ça pourrait être le type d'alimentation en eau du milieu naturel, ça pourrait être la surface, la profondeur, etc. Et donc on peut consulter, modifier les sites ou évidemment en créer de nouveaux. Au sein de ces sites, de la même manière, on pourra créer ou consulter ou modifier des passages en définissant à nouveau des variables, par exemple le niveau d'eutrophisation, par exemple la hauteur de la végétation, etc. Et au sein de ces passages, on pourra renseigner une ou des observations qui vont plus se rattacher seulement à l'entité Systud, mais qui vont se rattacher cette fois à un individu bien précis et marqué, qui est disponible dans notre banque d'individus. Idéalement, le mieux ce sera de créer son individu avec son marquage dans un premier temps, et ensuite d'aller saisir les observations qui se rapportent à cet individu-là. Malgré tout, dans certains cas, on ne saura pas trop si l'individu est déjà créé ou pas, donc quand on fera une saisie d'observation, on aura la possibilité d'ajouter un individu à la volée, en lui donnant un nom, en précisant son sexe, et puis dans un second temps, d'aller préciser quels sont les marquages et les informations de marquage qui concernent cet individu-là. La seconde entrée du module, ce sera l'entrée par individu, qui va permettre de gérer notre banque d'individus, donc de consulter ou modifier les individus existants,
ou d'enregistrer de nouveau. Avec une particularité à ce niveau-là, c'est que le formulaire de création d'individu n'est pas configurable, donc systématiquement on ne demande que un nom, le sexe, est-ce que l'individu est actif ou non, donc est-ce qu'on pourra saisir des observations dessus ou pas, et un commentaire. On l'a fait non configurable, pourquoi? Parce qu'en fait on n'a vu aucun cas de figure qui nécessiterait de relever d'autres informations sur l'individu. Toutes les autres informations qu'on pourrait relever sur l'individu sont des informations qui peuvent évoluer dans le temps, qui du coup seront plutôt au niveau de l'observation. C'est-à-dire que par exemple la biométrie, la largeur de la carapace, c'est des choses qu'on va relever à chaque observation et pas une fois quand on décrit l'individu. Ou éventuellement, si c'est quelque chose qu'on ne note que au moment du marquage, dans ces cas-là, ce sera noté au niveau de l'événement de marquage et pas de l'individu lui-même. Voilà. Et du coup, pour chacun de ces individus, on va avoir un ou plusieurs marquages. On va pouvoir consulter ou modifier les marquages existants ou en créer de nouveaux. Et là, à nouveau, avec un formulaire qui est adaptable, configurable, pour répondre aux besoins précis du protocole. Avec le type de marquage, avec par exemple le numéro d'une puce RFID, la couleur utilisée pour une peinture, ou l'emplacement des encoches, etc. Les marquages pourront être multiples pour deux raisons. D'abord parce qu'on peut cumuler plusieurs marquages sur un individu, donc mettre en place une puce RFID plus une encoche par exemple. Ou pour réactualiser, quand on a une puce RFID qui rend l'âme, de pouvoir la remplacer par une autre, mais tout en sachant que c'est l'ancien et le nouveau marquage concernent le même individu. Voilà. Dans tous ces formulaires-là, on le disait tout à l'heure, l'objectif c'est d'avoir un outil qui permet d'avoir des données complètes, cohérentes et homogènes. Pour assurer la complétude des données, on va avoir des valeurs par défaut qui vont être renseignées, on va avoir des champs obligatoires qui apparaissent en rouge dans les formulaires, qui sont nécessaires pour valider la saisie, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas renseigné ces champs obligatoires, on ne pourra pas valider ce qu'on a saisi. Et on pourra calculer des informations, par exemple l'altitude, la commune, les aires naturelles, des choses qu'on n'a pas besoin de demander à l'observateur, en plus on a des risques d'erreur, donc là on les calcule automatiquement à partir d'un référentiel géographique. On veut également des données qui soient homogènes, donc on peut définir des champs obligatoires, on l'a vu, on peut aussi définir des types de valeurs possibles pour chaque champ. Par exemple, exiger qu'un champ soit renseigné par une date et pas autre chose, donc ce sera systématiquement des informations qui seront formatées au format date, ou imposer que ce soit une liste de nomenclature sélectionnée et pas du texte libre, ce qui permettra que tout le monde parle de la même manière, du même piège, donc un piège, un filet de type verbeux sera toujours un filet de type verbeux, et selon les opérateurs, ne sera pas à la fois un verbeux, un filet verbeux ou un filet de type verbeux. On aura toujours le même vocabulaire, ce qui permet dans les analyses de bien quand même simplifier l'utilisation des données. Pour la compilation, l'exploitation des données, on l'a déjà vu un petit peu, mais les données standards, donc qui a vu quoi, où, quand, comment, donc la présence d'une systude, sera utilisée pour alimenter le module synthèse de GeoNature. Et pour les données protocolées, pour une exploitation plus précise et une analyse, on va avoir un format standard qui va donner un bilan à plat de toutes les observations qui sont existantes dans un format tableur, et un format d'analyse qui reste à définir, qui va permettre peut-être d'avoir une synthèse par site, une synthèse par individu, une synthèse par visite de ce qui a été observé, dans tous les cas en tenant en compte les besoins des statisticiens. Donc systématiquement, par exemple, le nombre d'individus marqués sur un site, le nombre total d'individus capturés sur tel ou tel passage, et le nombre d'individus marqués et recapturés sur chaque passage, pour qu'à la fin on puisse évaluer les effectifs au sein du site, de notre population. On facilite également l'agglomération et l'analyse de ces données des différents gestionnaires, puisque comme on a un format d'export directement configuré dans le module, il suffira à chacun d'exporter son fichier, de l'envoyer à l'opérateur du PNA qui pourra du coup comparer les suivis réalisés par les différents opérateurs sur son territoire. Ça permet également de faciliter les analyses en partageant des scripts d'analyse sur R, etc. pour que tout le monde partage les mêmes analyses avec les mêmes rendus à l'arrivée. Pour déployer ce module-là, il y aura des prérequis techniques, donc disposer d'une instance GeoNature qui s'installe sur le serveur de chaque structure, et disposer du module de suivi du coup, GN Monitorings de GeoNature. Ça demande des compétences techniques, donc il y a besoin d'avoir des moyens humains et matériels. Ces outils-là seront mis en place de toute façon sur l'instance GeoNature de la SHF,
Donc il faudra voir après si chacun utilise son propre module ou si certains utilisent le module qui est mis en place par la SHF. Puisqu'il y a besoin quand même de gérer un serveur, d'administrer une base de données, gérer les mises à jour du référentiel taxonomique, etc. En termes d'avancement, l'essentiel des développements est achevé. On est en train de tester actuellement les développements, de valider les développements qui ont été réalisés, de faire éventuellement quelques améliorations ou compléments. Mais vous avez vu les captures d'écran, c'est un module qui existe, qui fonctionne là maintenant, sur lesquels on est dans les derniers ajustements. Le code est en cours de mise à jour pour être implémenté dans la dernière version de GeoNature, parce que le temps qu'on a développé ce module-là, GeoNature a continué à être développé aussi de son côté. Donc il y a une petite mise à jour à faire juste avant la publication. Et donc le code sera disponible, donc les développements génériques en eux-mêmes, c'est-à-dire le fait de gérer de l'SCMR dans le module de suivi, seront implémentés par les mainteneurs de GeoNature courant 2024, donc ça dépendra des calendriers des parcs nationaux notamment. Et les configurations du sous-module CMR qui sont propres au module de Systud seront disponibles sur GitHub, librement installables par chacun dans les semaines sans doute qui suivent les développements génériques, dès qu'on aura bouclé les configurations du coup avec la SHF. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter soit Audrey, soit Laure à la SHF, ou sur les aspects les plus techniques, vous pouvez me contacter également par mail. J'ai pas pu être présent avec vous physiquement, je m'en excuse, mais voilà, j'espère en tout cas que la présentation aura répondu à un maximum de vos questions. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.